À la cour d'un royaume médiéval, les perceptions sont primordiales et il s'agit alors de suivre un certain nombre de règles tacites. Et s'il y en a bien une qui est avérée, comme le disait Ted Mosby, c'est que rien de bon n'arrive jamais après l'heure de la chouette. C'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans la Citadelle pour cette analyse de l'épisode 4 de House of the Dragon, un épisode que j'ai vraiment énormément apprécié. Et contrairement à l'épisode 3, où il se passait au final peu de choses pour faire avancer l'intrigue, mais qui était plus là pour se plonger vraiment dans la psychologie des personnages, celui-ci, cet épisode 4, c'est un gros coup d'accélérateur sur pas mal de sujets, tellement il va se passer des choses. Au-delà de ça, cet épisode c'est la confirmation de quelque chose qu'on a pu voir dans les épisodes précédents, c'est que c'est une série faite par des fans, pour des fans. Il y a tellement d'éléments de lore, tellement de petites références à des personnages du passé, à des maisons. Voilà, cet épisode et toute la série en général, je dirais, c'est vraiment une lettre d'amour de Ryan Condal, donc le showrunner, à l'univers de Martin, et une réelle main tendue à tous les lecteurs et les fans de la saga littéraire. Au-delà de ça, je trouve que cet épisode c'est vraiment un cours magistral sur comment faire du bon fanservice. C'est-à-dire du fanservice subtil, naturel, qui s'insère bien dans l'univers, qui n'est pas vraiment forcé dans notre gueule, et cet épisode le fait remarquablement bien. Et dans cet épisode, il y a également énormément de foreshadowing. Alors le foreshadowing, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on dévoile la suite de l'intrigue par des petits messages cachés, pour que en fait l'audimat s'y soit préparé un petit peu psychologiquement sans s'en rendre compte, et qu'après plus tard il le revoit et fait « Ah, c'est pour ça qu'il y avait ce genre de choses ». Du foreshadowing, il y en a énormément dans cet épisode, et comme dans la plupart des cas ça relève du spoil, ce sera évidemment dans la description pour ceux qui veulent le lire. Cet épisode m'a également rassuré sur certains points, c'est qu'il commence à nuancer ses personnages, notamment Rhaenyra, parce que j'avais peur au vu des épisodes précédents qu'elle soit présentée un peu trop dans un jour favorable, en particulier avec l'apparition du cerf blanc qu'on a pu voir, et cet épisode la rend bien plus complexe, très imparfaite, voire antipathique par moments, donc là c'est cool que la série brouille un peu les contours de ses protagonistes, je veux dire, l'épisode a réussi à nous faire éprouver de la sympathie pour Otto Hightower, c'est quand même une sacrée perf. Ce que j'ai également pu remarquer d'intéressant dans cet épisode, c'est la gestion de la source. Fire and Blood, le livre dont est inspirée la série, est quasiment intégralement au conditionnel. Il se serait passé ça, Mestor machin a dit que, selon Septon truc, blablabla. Et la série en fait réussit à prendre des parties visuelles, des parties narratives, mais en laissant la porte ouverte quant aux motivations des personnages. Là où dans Fire and Blood, on sait pas réellement ce qui se passe, mais on peut en observer les conséquences, ici, on peut assister à certaines actions, mais sans nécessairement connaître toutes les raisons, et la série arrive à présenter une sorte de mystère, malgré le support audiovisuel, qui est beaucoup plus explicite que le support littéraire. Et finalement, si je devais résumer cet épisode à un thème, c'est le thème de l'opposition entre le devoir et le désir. Cette opposition entre faire ce que l'on doit faire et faire ce que l'on veut faire. Et ça va revenir tout au long de l'épisode, ça va se décliner de manière différente selon les personnages, et on va étudier ça dans le reste de la vidéo. Et on commence l'épisode avec une première scène qui se déroule à Storm's End, la capitale des Stormlands et le fief de la maison Baratheon. C'est très cool d'avoir cette scène d'introduction à Storm's End parce que c'est la dernière des capitales régionales qu'on n'avait pas vues de toute la saga d'HBO. Et donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion, et je pense qu'on aura l'occasion dans cette saison, d'y retourner et de voir à quoi ressemble le château de l'extérieur. Et on a donc la princesse Rhaenyra qui fait du speed dating avec un certain nombre de prétendants en compagnie du seigneur local, donc Boremon Baratheon, qui est accessoirement dans les livres l'oncle de Rhaenys, mais dans la série j'ai l'impression que c'est son cousin. On peut voir donc un défilé de nobles de plein de familles différentes, comme la famille Mouton, la famille Swan, la famille Frey, que vous connaissez déjà, que vous pouvez reconnaître à son emblème qui représente 2 tours jumelles, ce qui est assez marrant puisque l'épisode a été diffusé aux États-Unis le 11 septembre. La famille Mudd, ce qui est un choix relativement étrange parce que cette famille a disparu des milliers d'années avant la conquête. Je sais pas, je pense que peut-être les designers trouvaient assez cool leurs armoiries. On peut voir également la famille Strong, donc maintenant vous commencez à les connaître, puisque c'est la famille de Lionel, Larys et Arwen Strong. On peut également entendre parler le seigneur Dondarrion, dont vous connaissez la famille, puisque c'est celle de Beric Dondarrion dans Game of Thrones, et parce qu'on a appris dans les épisodes précédents qu'il était le suzerain de Criston Cole, et finalement on a également les Blackwood et les Bracken. Alors tout ça c'est très cool pour donner de la vie à l'univers, par contre il faudra m'expliquer pourquoi il y a autant de seigneurs des Riverlands, alors qu'on est littéralement à l'autre côté de Westeros. Je soupçonne que ce soit juste une excuse pour qu'on puisse avoir le petit combat entre les Blackwood et les Bracken.
En tout cas, l'important de la scène, c'est de nous montrer que Rhaenyra n'agit vraiment pas comme une potentielle reine. Être souverain, c'est en grande partie s'astreindre aux tâches besogneuses, aux tâches chiantes, mais qui doivent être faites. On commençait déjà à le voir dans les épisodes précédents, et ce sera d'autant plus vrai dans la suite de cet épisode, mais Rhaenyra veut faire ce qu'elle veut, et jamais ce qu'elle doit. Alors on peut potentiellement le mettre sur le compte de la jeunesse et de l'immaturité, comme Viserys le disait dans l'épisode 2, elle est jeune, elle apprendra. Le problème c'est que ça fait déjà 4 ans qu'elle est héritière au trône, et qu'elle a toujours pas appris. Rhaenyra utilisera la première excuse pour fuir totalement ses fonctions, et si on pense que Viserys ne prend pas ses responsabilités, et elle, au final, c'est encore pire. D'ailleurs, Rhaenyra, dans sa séquence, c'est assez étonnant parce qu'elle s'étonne de l'âge de ses prétendants, alors qu'en fait, elle sait très bien comment ça fonctionne, C'était déjà le cas avec la jeunesse de Laena dans l'épisode 2. Et l'élément marquant de cette séquence, c'est le duel entre Samuel Blackwood et Amos Bracken, et ça, si c'est pas un cadeau pour les lecteurs, je sais pas ce que c'est. Je pense qu'on avait tous un grand sourire quand on a vu ça, on l'a tous un peu anticipé, parce qu'il faut savoir que justement le conflit entre la maison Blackwood et la maison Bracken, c'est un conflit qui est vraiment millénaire, un peu à la Montag et Capulet de Roméo et Juliette, et en fait c'est un conflit qui revient en permanence dans toutes les œuvres de Martin, donc voilà, c'est vraiment un très beau clin d'œil. D'ailleurs c'est pas le seul clin d'œil aux œuvres littéraires, puisque le jeune Blackwood dit que sa maison est profondément enracinée, ce qui est une référence au werewood gigantesque qu'on peut trouver à Raventry Hall, qui est donc le fief de la maison Blackwood. Donc voilà, comme je disais, beaucoup de fanservice, mais très bien calé, très subtil, qui fera sourire les lecteurs, et voilà, qui donnera un peu du charme à cette séquence. Petit détail intéressant, Amos Bracken ne respecte absolument pas l'étiquette de la cour, il coupe la parole à Blackwood, il l'insulte, et la réaction que Rhaenyra a par rapport à ça, c'est qu'elle dit qu'elle pourrait apprendre à l'apprécier. Donc on voit déjà un peu son attirance pour les côtés bad boys, qui préfigure un peu Daemon, et surtout en fait c'est un immense miroir entre Amos Bracken et Rhaenyra, puisque elle non plus ne respecte absolument pas l'étiquette en insultant ouvertement les nobles, comme on a pu le voir dans l'épisode 2 quand elle doit choisir le nouveau membre de la Kingsguard, et là, dans cette séquence d'introduction, quand elle rejette des prétendants. Par contre, truc complètement what the fuck, du coup les choses s'enveniment et Samuel Blackwood va défier et tuer Amos Bracken. Et cette série a vraiment un problème avec la normalisation de la violence entre les nobles. Je veux dire, quelque chose comme ça peut juste pas arriver, c'est absolument pas possible sous la garantie de la paix du roi. Alors, je veux bien que ce soit une raison pour montrer que le règne de Viserys amène à toutes sortes d'excès et qu'il n'y a vraiment plus aucun contrôle dans le royaume, mais c'est vraiment abusé, c'est vraiment too much, ça me rappelle la séquence dans l'épisode 1 pendant le tournoi, qui pareil a vraiment aucun sens par ce déchaînement de la violence random. Et si vous voulez vraiment tout savoir, dans Fire and Blood, effectivement, le duel a lieu, mais voilà, c'est juste un duel entre nobles, il y en a un qui gagne, personne se tue, et puis voilà, on en reste là, quoi. Et on enchaîne sur la scène du retour de Daemon, une scène qui était très attendue par les lecteurs, parce qu'elle est vraiment cool dans les livres. Et la scène est vraiment bien rendue dans la série, mais je reste quand même un petit peu sur ma faim, parce que j'ai un peu le sentiment quand même qu'on s'est fait voler le retour badass du livre, parce qu'en fait il faut savoir que dans Fire and Blood, ça se passe pendant un tournoi, et Daemon débarque totalement à l'improviste sur son dragon qui se pose au milieu du stade, il pose pied à terre, il dépose la couronne au pied de son frère, et la foule les acclame quand ils se réconcilient. Mais bon, je suppose que comme on a déjà eu un tournoi qui prend une grosse partie de l'épisode 1, la série voulait éviter de revenir sur cette thématique et d'éviter de faire un peu doublon, ce que je comprends totalement. En tout cas, la scène est très bien faite, dans la tension, dans la musique, et on a un Daemon qui reste menaçant jusqu'au plot twist pour la réconciliation. Daemon, comme à son habitude, est extrêmement provocateur dans ses propos, dans son attitude. Ça se voit par exemple quand un membre de la Kingsguard dégaine son épée et que lui vient la coller directement à son plastron. D'ailleurs, sa petite réflexion, add it to the chair, donc ajoute-le à la chaise quand il tend le marteau de Kragasdrar à son frère, ça me fait penser à une phrase exactement similaire que Barristan Selmy a dit au moment de sa destitution par Joffrey Baratheon, je crois que c'est dans la saison 2 de Game of Thrones, il me semble. Donc voilà, il donne son épée, il la lance au sol et il dit ajoute-le à la chaise, donc voilà, c'est exactement la même phrase, exactement la même référence. Tout ça pour dire que dans cette scène, on a du Daemon tout craché, qui est dans la provocation, qui recherche l'attention de tout le monde, qui respecte absolument pas les règles, mais aussi un Daemon qui aime sa famille à sa façon un peu bizarre, comme dans l'épisode 2 où il voulait juste attirer l'attention de son frère en prenant Dragonstone, et là dans l'épisode précédent où on voit qu'il conquiert les Stepstones en refusant l'aide de son frère, juste pour au final la lui offrir. Petit détail que j'aime bien dans cette scène, c'est que comme Viserys ne connaît pas les intentions de son frère, il sait pas vraiment s'il est en train de se rebeller ou quoi,
il va porter tous les insignes du pouvoir régalien possible, c'est-à-dire il met sa couronne, et surtout, il a Blackfyre à la main. Donc Blackfyre, l'épée, qui est vraiment le signe du pouvoir royal, et voilà, celui qui possède Blackfyre, c'est celui qui a ce pouvoir. Et ça contraste évidemment énormément avec la couronne complètement éclatée qu'a Daemon. D'ailleurs, bon, je comprends la démarche, hein, c'est justement pour mettre en avant ce contraste, mais je trouve qu'il aurait pu quand même lui faire une couronne un peu plus stylée que ça. Mais néanmoins, on peut remarquer que la couronne de Daemon a quand même un rubis, ce qui est souvent très présent dans les insignes et dans les couronnes Targaryen, donc voilà, il y a quand même ce petit détail-là. Quoi qu'il en soit, une très bonne scène, avec de la tension, une résolution assez touchante, mais par contre, je pense que j'aurais préféré qu'elle intervienne pas dans le même épisode que la deuxième fracture entre les deux frères, donc soit à la fin de l'épisode précédent, soit, je sais pas, gérer la chronologie d'une autre manière. Parce que le problème que j'observe en fait, c'est que nous en tant qu'audience, on n'intègre pas l'évolution des situations exactement de la même manière que dans la continuité des épisodes, et le découpage entre ceux-ci joue énormément. C'est-à-dire que pour moi, chaque fin d'épisode nous permet en quelque sorte de nous poser et inconsciemment de figer quelque part l'état des lieux de la situation, comme si on avait un checkpoint, une sauvegarde entre chacun des épisodes, et ça, c'est en grande partie dû à la semaine d'attente avant l'épisode suivant qui nous permet d'intégrer tout ça. Parce que un épisode, ça peut bien nous montrer plein d'événements, nous faire comprendre qu'il s'est passé beaucoup de temps, on aura du mal à les prouver réellement sans une coupure qui nous permet de souffler un peu et d'accepter ce qui s'est passé. Et là, dans cet épisode, comme la réconciliation entre Viserys et Daemon intervient au début de l'épisode et leur nouveau divorce un peu plus tard, dans une certaine continuité, on n'a même pas pu intégrer le fait que leur relation soit normalisée et qu'elle s'est déjà redégradée. On dirait vraiment que tout s'enchaîne alors qu'il s'est bien passé 6 mois entre les événements, parce que comme la série nous relate que les événements importants, où il se passe des choses, ce qui est normal, et qu'après le retour de Daemon, en fait, il va rien se passer à part la vie classique de la cour jusqu'à leur nouvelle rupture, on va avoir la sensation que la situation a à peine évolué par rapport à l'épisode précédent où ils étaient déjà en froid. Je pense qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour régler ce genre de problème, juste d'espacer ça entre 2 épisodes pour nous permettre d'enregistrer bien ce qui s'est passé. Et en fait, c'est un reproche que je peux faire également au livre, parce que dans Fire and Blood, c'est exactement de la même manière que les choses se déroulent. On a les 2 frères qui se réconcilient, et littéralement la page d'après, le livre nous dit « mais cette situation n'a pas duré parce que il s'est passé ci, il s'est passé ça ». Donc voilà, on est un peu dans le même cas de figure, et je trouve ça dommage parce que ça ne nous permet pas vraiment de bien appréhender la situation. Et on poursuit donc avec une réception dans le Godswood qui va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur la famille royale, et notamment sur la mère de Viserys et Daemon, qui s'appelle Alyssa Targaryen, et qui était donc la sœur et la femme de Baelon. Ça permet donc d'étoffer un peu le background de tous ces personnages, et également de tisser des parallèles directs avec Rhaenyra, puisque comme elle, Alyssa Targaryen était littéralement à l'opposé des rôles traditionnels attribués aux femmes dans cette société, puisqu'elle aimait se battre, elle aimait chevaucher sur son dragon, elle portait des habits de garçon, etc. Mais l'intérêt de la scène vient surtout de la discussion entre Alicent et Rhaenyra, qui, à l'image du roi et son frère, sont dans un processus de réconciliation. Leur discussion porte sur la difficulté qu'éprouve Rhaenyra à trouver un prétendant, donc un futur mari adéquat, et ça nous rappelle directement un thème qui était déjà évoqué dans les épisodes précédents, celui du fait que la position qui semble la plus enviable ne l'est pas nécessairement. On l'avait vu dans l'épisode précédent, dans la discussion entre Rhaenyra et Criston Cole, qui nous montrait que lui, en tant que simple sujet, il avait le choix de gérer sa vie comme il l'entendait, et que Rhaenyra, de son côté, comme elle était membre de la famille royale et princesse héritière, elle avait des obligations qui venaient avec. Mais là où dans l'épisode précédent, elle se plaignait de pas avoir le choix pour son futur mari, dans celui-là, elle a ce choix, mais elle est toujours pas satisfaite. Et du coup, cette histoire des responsabilités, c'est bien une des raisons pour laquelle Rhaenyra éprouve une certaine attirance pour Daemon, en fait. Parce que Daemon a ce statut princier, a ce statut de la famille royale et tout ce qui va avec, sauf que lui a beaucoup moins de responsabilités, et donc en contrepartie, il perd nullement ses libertés. Donc quelque part, la position de Daemon, c'est celle qui conviendrait parfaitement à Rhaenyra. D'ailleurs, ça rappelle ce qu'elle disait à Alicent dans l'épisode 1, à savoir que ce serait très confortable comme situation de ne pas être l'héritière et d'avoir un petit frère. Et cet aspect de la psychologie de Rhaenyra, il va se voir tout au long de cet épisode, avec ses responsabilités qu'elle évite, comme on a pu le voir quand elle devait choisir son futur mari en début d'épisode et qu'au final elle part, et plus encore avec ses actions plus tard dans l'épisode avec Daemon, puis avec Criston Cole. Elle le dit d'ailleurs littéralement elle-même dans la scène suivante à Daemon, l'attention, ça lui va, mais c'est tout le reste qu'il y a autour, c'est-à-dire toutes ses responsabilités qui vont de pair avec sa position, qu'elle a du mal à supporter. Au passage, dans cette scène, Daemon est déjà en train de jouer ce rôle de faire découvrir la vie à Rhaenyra, ce qui anticipe ce qui va se passer pendant la nuit, parce que, on peut le voir en train de lui servir de l'alcool, en train de lui dire des choses comme il faut pas vivre dans la peur, sinon on rate le meilleur de la vie. Daemon, c'est un peu ce cousin cool avec qui vous faites des trucs dans le dos des parents, là.
il continue vraiment dans cette optique et d'assurer ce rôle de la désinhibée en fait en quelque sorte, parce que Rhaenyra ne veut pas de cette vie toute tracée, évidemment. Elle, ce qui l'attire, c'est la vie que Daemon est en train de mener, et elle le dit directement à Alicent quand elle exprime son rejet de cette situation d'être là, juste enfermée à Pont des Héritiers, ce qui fait évidemment un écho direct avec la situation actuelle d'Alicent, et donc on commence déjà à voir une opposition entre les deux personnages. Et on va donc pouvoir passer à l'analyse de la fameuse nuit fatidique. Et on commence par Rhaenyra, qui emprunte un passage secret dans le Donjon Rouge sur les instructions de Daemon, passage secret qu'on retrouvera dans Game of Thrones à plusieurs reprises, notamment avec Tyrion dans la saison 4 par exemple. Et donc, on parlait dans l'analyse précédente d'une Arya bis, et en fait, Rhaenyra se retrouve exactement dans la même situation que la jeune fille Stark dans la saison 1, qui tombe sur le crâne de Balerion en chassant des chats. D'ailleurs, dans Game of Thrones, les chats proliféraient dans ces passages dérobés, et ici, ça fourmille de rats. Vraiment, on va pouvoir en voir constamment tout au long de l'épisode, et ça c'est un détail qui a son importance pour la suite, hein. Les lecteurs, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Bref, s'ensuit une balade dans le quartier populaire de Flea Bottom, qui est littéralement le bidonville de King's Landing. C'est une zone de non-droit aux allures de cour de miracle où règne la violence, la prostitution, et bien sûr la pauvreté. C'est un quartier, d'ailleurs, que connaît très bien Daemon, hein, parce qu'il a développé une sacrée réputation en s'acoquinant avec tous les criminels, les prostituées ou les parieurs du coin, recevant même le sobriquet de Lord Flea Bottom dans les livres, donc c'est-à-dire le seigneur de Flea Bottom, de ce quartier-là. La scène nous dévoile donc tout ce pan de la capitale sous un regard qu'on n'a jamais eu avant, et encore une fois, ça rend la ville et même tout l'univers extrêmement vivant. Et ça nous place également dans les pieds de Rhaenyra, parce qu'elle a toujours vécu cette vie de cour, protégée de ce monde avec lequel la noblesse ne se mélange pas, et le montage y est pour beaucoup, hein. On voit vraiment Rhaenyra s'émerveiller avec des gros plans, et ça cut sur les gens qui bougent, des flammes, etc. Donc voilà, ça rajoute vraiment à l'editing un énorme dynamisme qui montre la folie de la vie nocturne de King's Landing, et le fait qu'on découvre ça littéralement en se mêlant nous-mêmes à la foule, donc voilà, une scène vraiment très bien réalisée. Une scène qui s'inscrit dans la continuité du dialogue précédent, puisque Daemon s'inscrit toujours dans ce rôle de, voilà, montrer la vie à Rhaenyra, hein. Toi, t'as toujours été une princesse, maintenant je te montre comment le vrai monde il est, quoi. Et donc ça se voit par Daemon qui continue de lui donner de l'alcool tout au long de cette scène, qui l'emmènera plus tard dans un bordel, etc. Petit détail que j'ai trouvé assez intéressant, Rhaenyra à un moment donné croise un homme complètement bourré et qui l'appelle garçon, et l'excitation dans le regard de Rhaenyra qui dit « Oh, t'as vu, il m'a appelé garçon », ça s'inscrit parfaitement dans cette inversion des genres dont on parlait dans l'analyse de l'épisode précédent, donc voilà, on a toujours un peu cette thématique. Et un autre passage très évocateur, c'est quand Daemon et Rhaenyra assistent à une pièce de théâtre populaire type Commedia dell'arte, qui sert de divertissement bien sûr, mais également d'accès à l'information pour le peuple, hein, un peu à l'image de ce qu'on avait pu voir dans la saison 6 de Game of Thrones. Et donc cette scène nous apprend deux choses. La première, c'est qu'à l'image de la noblesse dans l'épisode précédent, le petit peuple également suit les traditions du royaume et ne considère pas Rhaenyra comme un héritier potentiel. Mais surtout, le point le plus important de ce passage selon moi, c'est qu'il nous montre que Rhaenyra se moque éperdument de ce que pense le peuple. Elle dit littéralement que leurs paroles, leurs désirs ne vaut rien pour elle, et ça c'est extrêmement important pour le développement du personnage et sa relation avec ses possibles futurs sujets. Et on continue les péripéties nocturnes de la famille royale avec Rhaenyra qui va se servir chez un marchand ambulant sans payer et qui va prendre la fuite. Et donc ça montre une nouvelle fois la déconnexion entre la noblesse et le peuple, avec une Rhaenyra qui est privilégiée, mais surtout ça montre également qu'elle cherche une fois de plus ce sentiment de liberté aux dépens des règles. Et je pense qu'il y a aussi un détail qui en dit long sur Daemon, c'est qu'il lui dit qu'à King's Landing, on paye pour nos plaisirs. Et ça prouve que pour Daemon, tout est une transaction. Ce qu'on offre, ce qu'on vend, que ce soit matériel, donc avec de l'argent, que ce soit physique, avec son corps, ou même du trafic d'influence, c'est pour obtenir quelque chose en retour. Et donc c'est tout naturellement que Daemon va amener sa nièce dans un des bordels de la rue de la Soie. Alors la rue de la Soie, c'est un peu le quartier rouge de King's Landing si vous voulez. Mais avant ça, sur le trajet, on peut voir Harwin Strong en capitaine de la City Watch, et c'est un détail assez cool parce que j'avais complètement oublié qu'Harwin faisait partie des Capes d'Or. Et on va assister à une première séquence qui se repose sur l'ambiguïté volontaire de Fire and Blood. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que Daemon et son frère se querellent menant au deuxième exil du prince? Et la série a une réponse hyper intéressante à apporter, qui mélange habilement les suppositions et les indices que nous présente le livre. On a donc Daemon et Rhaenyra qui finissent dans une arrière-salle d'une maison close, à flirter, à s'embrasser, à se toucher, et l'objectif annoncé par Daemon, c'est, au-delà de faire découvrir à sa nièce les plaisirs de la vie, de lui montrer que, malgré le devoir, et notamment le mariage, il est possible, selon lui, de faire ce que l'on veut, et ça caractérise très bien la philosophie du personnage de Daemon.
Et cette idée, elle entre totalement dans le développement de Rhaenyra, auquel on assiste depuis quelques épisodes et dont je vous parlais plus tôt. L'opposition entre faire ce que l'on veut et faire ce que l'on doit. Et comment va se matérialiser cette opposition ? Par la juxtaposition entre la situation de Rhaenyra et celle d'Alicent, je pense que ça vous aura pas échappé. On a donc un montage en miroir entre la nuit des deux jeunes femmes basée sur leur expérience sexuelle, l'une effectuant son devoir de reine sans y prendre plaisir, faire ce que l'on doit, et l'autre se laissant aller à ses désirs sans se soucier des conséquences, que ça soit sur sa réputation ou plus tard sur le serment de Criston Cole, faire ce que l'on veut. C'est un processus de narration qui est assez commun mais très efficace si vous voulez montrer la confrontation entre deux personnages sur un thème donné, donc ici en l'occurrence celui du devoir, vous les présentez en parallèle avec un dénominateur commun. Ici c'est le sexe, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, tant que ça permet de montrer les approches différentes à la question. Ça aurait pu être le mariage, comme en début d'épisode, ça aurait pu être la justice, enfin voilà, il y a plein de manières différentes de montrer ça. Et ce dénominateur commun vous permet de mettre en avant la gestion radicalement différente de cette problématique par les personnages qui vous intéressent. Pour accentuer ce propos, au cas où on n'aurait pas fait le rapprochement, Daemon nous l'explicite directement en disant, je cite, « Baiser est un plaisir pour l'homme comme pour la femme, et le mariage est un devoir ». Bon, on perd un peu la subtilité du montage, mais je suppose que les scénaristes voulaient vraiment s'assurer qu'on capte cette divergence massive entre la princesse et la reine. Et si l'objectif premier de Daemon, c'est de montrer à sa nièce qu'il existe une manière alternative de vivre sa vie, sa vraie motivation, c'est qu'elle se fasse reconnaître et que ça remonte aux oreilles du conseil et du roi. On est déjà au courant que Daemon sait qu'il est observé, puisque ses propos sur la mort de Baelon qui sont prononcés dans un bordel sont rapportés dans l'épisode 1 à Otto Hightower. Et dans cette scène, on voit Daemon enlever la coiffe qui masquait la chevelure de sa nièce, qui est alors immédiatement reconnue, parce que si on tend l'oreille, on entend discrètement les murmures qui disent « c'est la princesse, c'est Rhaenyra, etc. » Et donc, pourquoi il chercherait à ce que ça se sache ? Pour nuire à la réputation de Rhaenyra et pousser Viserys à les marier, ce qui lui permettrait de pouvoir éventuellement co-régner en tant que prince consort. Donc c'est à la fois une occasion pour Daemon de faire évoluer sa nièce, de la faire grandir en quelque sorte, de la faire passer du côté obscur, si vous me permettez l'expression, en la rapprochant de sa propre philosophie de vie, et donc en quelque sorte de gagner contre son frère. Mais c'est également une manœuvre pour atteindre ses propres ambitions. On disait à l'instant que pour lui, tout est une transaction. Je me suis même demandé un moment s'il n'avait pas orchestré tout ça pour amener à la chute d'Otto Hightower, parce que la vraie opposition à la cour, c'est bien entre ces deux personnages, mais ça me paraît quand même peu probable. Daemon, il est extrêmement chaotique, il est ambitieux et rusé, mais c'est pas le genre de mec à avoir 3 coups d'avance comme Littlefinger, et il a quand même fallu un sacré concours de circonstances pour arriver à la destitution d'Otto, donc je pense pas que c'était vraiment prévu. Alors certes, c'est une manœuvre de la part de Daemon, mais l'attirance de l'un envers l'autre est bien réelle. Pour Rhaenyra, Daemon représente tout ce qu'elle idéalise. C'est un guerrier, un prince qui lui ressemble, mais qui incarne cette figure de liberté qu'elle poursuit tant, et surtout cette optique de ne jamais accepter qu'il puisse y avoir des conséquences à ses actes et qu'il faille les assumer. Ça s'est vu à l'instant, avec son vol à l'arraché du marchand ambulant dans les rues, mais ça se verra surtout plus tard quand elle poussera Criston Cole à rompre ses vœux et à bafouer son honneur juste pour sa satisfaction à elle. Du côté de Daemon, il a une attirance évidente pour les Valyriennes. Parce qu'il idéalise leur supériorité vis-à-vis des autres peuples déjà, et parce qu'il cherche à perpétrer les traditions qui ont fait la puissance des Valyriens et des Targaryens notamment. On le voit dans l'épisode 1, avec Mysaria, qui lui propose de trouver une prostituée aux cheveux argent, voilà, c'était pas dit par hasard. On le voit dans sa relation directement avec Mysaria, qui, je le rappelle, normalement a des traits valyriens, c'est-à-dire la peau pâle, les cheveux argent, les yeux violets, puisqu'elle vient de la ville de Lys. Bon, le casting est un peu parti aux champignons sur cette histoire, mais voilà, vous voyez vraiment qu'il y a une attirance pour ce phénotype chez Daemon. Mais au-delà de cette attirance physique et de cette opportunité politique, Rhaenyra, c'est également pour Daemon le moyen d'exister auprès de son frère. On sait à quel point il est en permanence en quête de son attention et de sa validation, ce qui lui fait faire souvent, et c'est le cas ici, partir dans les plus grands excès. Et donc, cette dynamique s'installe entre les deux, toujours avec le parallèle d'Alicent dont on parlait juste avant, sauf qu'ils ne vont jamais conclure, parce que Daemon va avoir une sorte de prise de conscience et quitter les lieux. Cette réaction est pas évidente à interpréter, je pense qu'elle peut être lue de plusieurs manières, mais personnellement, j'ai vu ça comme une réaction de Daemon à l'intérêt réciproque de Rhaenyra qui l'a complètement déstabilisé. Daemon, il a des problèmes, il a un énorme problème par rapport au contrôle. Et à partir du moment où il sent que Rhaenyra entre totalement dans le jeu, que c'est plus lui qui a un ascendant psychologique, il perd ses moyens, il sait pas comment réagir, et donc il part. Rhaenyra va quitter également le bordel, se faire repérer par un espion à la sortie, et tout ça nous mène à la deuxième scène issue d'une interprétation assez libre d'un événement très énigmatique de Fire and Blood, la scène entre Rhaenyra et Criston Cole.
Une scène qui nous réitère ce que j'ai pu vous présenter depuis tout à l'heure chez Rhaenyra, à savoir une volonté de faire ce qu'elle a envie de faire sans aucun regard sur les conséquences, quelque chose qui au final la rapproche fortement de Daemon dans l'attitude. Mais également une scène qui aura un impact extrêmement fort sur Criston Cole, car il est amené à renier ses vœux, ce qui est une des pires choses pour un chevalier de la Kingsguard. Mais au-delà de cet aspect personnel pour un chevalier, c'est-à-dire le respect de son honneur et de ses engagements, ça peut également avoir des conséquences bien plus dramatiques, parce que si ça s'apprend, Criston risque tout simplement l'exécution, ou à minima le mur si le roi est conciliant. Parce qu'en effet, la Kingsguard, c'est un ordre très particulier, avec un code assez strict. Il s'agit donc de 7 chevaliers, nommés à vie par le souverain parmi les plus preux combattants du royaume, et dont l'existence entière devient alors dévouée à la protection et au service de la famille royale. La Kingsguard représente le paroxysme de la chevalerie, du dévouement, et il s'agit de la plus grande distinction qu'un chevalier puisse espérer dans sa vie, et beaucoup d'hommes passent leur existence dans l'espoir d'un jour en revêtir la cape blanche. C'est une réelle vocation, et elle s'accompagne évidemment d'un grand nombre d'impératifs, de restrictions matérialisées par leurs vœux. En effet, lorsque l'ordre est créé en l'an 10 après la conquête, il est modelé sur celui de la Night's Watch, la garde de nuit. De ce fait, les 7 chevaliers de la Kingsguard renoncent à toute prétention à leur titre, à leur héritage. D'ailleurs au passage, c'est pour ça que quand Jaime Lannister est nommé par Aerys II, son père Tywin quitte immédiatement ses fonctions de main du roi en signe de protestation, parce qu'en devenant un frère juré de la Kingsguard, Jaime renonce à la succession de son père, ce qui effectivement fait de Tyrion Lannister l'héritier de Tywin, ce qu'il ne peut pas supporter. Et en plus de ces sacrifices, bien entendu, les membres de la confrérie font également vœu de chasteté. Vous comprendrez donc que, pour une position aussi honorifique, représentant la plus haute distinction d'une institution, la chevalerie, qui déjà en théorie est censée placer le code d'honneur avant tout, le respect des vœux, c'est quelque chose de primordial. Prenez l'exemple du personnage de Jaime Lannister. Membre de la Kingsguard, il est amené, par un concours de circonstances extrêmement particulier, à rompre ses vœux et à tuer son roi. Et dès lors, toute sa vie sera définie par cet acte, et même toute son identité en fait, puisqu'il sera connu de tous sous les appellations de Kingslayer, donc le tueur de rois, ou Oathbreaker, donc celui qui brise son serment. C'est tellement important que l'arc entier du développement du personnage de Jaime est axé sur cette question, qu'est-ce que l'honneur, qu'est-ce que la signification des vœux. Bon, vous me direz, Jaime c'est un peu un cas particulier parce qu'il a littéralement tué son roi, vous avez raison, ce qui est évidemment l'acte le plus gravissime pour un membre de la Kingsguard, de la garde personnelle du souverain. Alors, on a également un autre exemple, c'est celui de Sir Lucamore Strong, donc oui, de la même maison que Lionel Strong, que Arwen Strong, etc., qui était un membre de la garde de Jaehaerys. Il a été découvert qu'il avait secrètement épousé 3 femmes, avec qui il eut des enfants, ce qui causa un scandale majeur dans la capitale. Évitant de justesse l'exécution, Lucamore fut castré et envoyé au mur pour le restant de ses jours. Et tout ça, ça s'est passé une 40aine d'années avant l'épisode. Si ça se trouve, c'est peu probable, mais si ça se trouve, Lucamore Strong est encore vivant à 80 balais au mur. Donc vous vous doutez bien que c'est encore vif dans l'esprit de la garde et dans celui de Criston. Et pour revenir à l'épisode qui nous intéresse, il suffit d'observer la réaction de Criston Cole tout au long de la scène pour voir ce conflit intérieur. Il y a de l'appréhension, bien sûr, à l'idée de se faire découvrir, il y a de l'hésitation, il y a même de l'envie, mais surtout, il y a un tiraillement évident entre cette volonté de faire la chose honorable, c'est-à-dire de respecter ses vœux et de ne pas salir son honneur et celui d'une institution qu'il respecte, et de céder à la tentation. C'est-à-dire que chez Criston Cole, on est également dans cette opposition entre faire ce qui est juste, ce que l'on doit faire, et faire ce que l'on veut et céder au désir. Et lorsque Rhaenyra commence à lui enlever son armure, c'est également sa protection mentale, sa protection psychologique qu'elle enlève, elle le rend totalement vulnérable à ses passions. Et le coup de grâce intervient lorsqu'elle lui ôte sa cape. La cape blanche, c'est LE symbole de la Kingsguard. Elle représente tout ce dont je vous parle depuis quelques minutes. C'est l'objet que chaque membre reçoit dès qu'il a prononcé ses vœux, et les frères jurés sont littéralement surnommés par métonymie les capes blanches. Et ni Sir Criston ni les scénaristes ne s'y sont trompés. Là où pour les brassards, Rhaenyra les laisse tomber au sol, pour la cape, Criston se retourne, la lui prend pour ne pas qu'elle soit mise au sol, la plie soigneusement, la regarde intensément, et la réalisation nous laisse un gros plan avec sa main qui reste longuement dessus. Lorsque Sir Criston dépose la cape, il sait que plus jamais rien ne sera comme avant. Il observe son équipement, et lorsqu'il s'en détourne pour regarder Rhaenyra, sa décision est prise, c'est parti, il est enfin l'initiateur. Finalement, il a un dernier regard vers l'extérieur, c'est-à-dire vers son poste laissé vacant, ce qui est là encore très symbolique, c'était sa dernière occasion de préserver son honneur et de ne pas commettre l'irréparable. Cette scène, de par les enjeux et les thématiques abordées, rappelle bien sûr toute la lutte intérieure qu'a eue Jon Snow lorsqu'il renie ses vœux de la Night's Watch avec Ygritte,
et ça rappelle évidemment la citation de Daemon dont je parlais dans l'analyse de l'épisode précédent, « L'amour est la mort du devoir ». Mais plus encore, cette scène me rappelle un chapitre de A Feast for Crows, qui est donc le 4e livre de la saga de Martin, un de mes chapitres, alors je dirais pas préféré, mais qui selon moi est l'un des plus intéressants et qui s'appelle The Soiled Knight, donc le chevalier souillé, qui a la particularité d'être le seul chapitre de toute la saga de Martin à être du point de vue d'un personnage qui n'aura en tout et pour tout qu'un seul chapitre, puisqu'il meurt plus loin dans le livre, et ce chapitre nous présente donc tout le cheminement interne de Sir Harris Oakheart, un des 7 capes blanches qui entretient une relation amoureuse avec la princesse de Dorne, Arianne Martell. Ce chapitre nous expose tout ce conflit intérieur du point de vue du chevalier. On voit donc la complexité de la situation, les tourments auxquels est confronté un homme qui en tout état de fait est honorable, mais qui n'arrive pas à concilier des désirs contre lesquels il ne peut rien et son devoir. Encore une fois, l'amour est la mort du devoir, et c'est une thématique centrale de l'œuvre de Martin, la faillibilité de l'homme. D'ailleurs, dans ce passage, Sir Harris, rongé par la culpabilité, va évoquer à l'oral directement les exemples de Luke Armstrong et de Kristen Cole. Cette scène, entre la princesse et le chevalier, est donc remarquablement écrite et interprétée, et la série est partie dans une direction qu'elle n'était pas obligée de suivre, je rappelle que le livre laisse la porte ouverte à toute supposition, mais elle propose une solution cohérente qui développe en profondeur les personnages. Du côté de Rhaenyra, une nouvelle fois, on voit qu'elle ne se soucie guère des conséquences potentiellement dramatiques de ses actes. On parle d'exécution ou d'exil pour Criston, mais peut-être pire encore, selon les priorités, de la perte de son honneur. Ce qui va en opposition radicale avec ce que vit Alicent, qui elle assume ses responsabilités et effectue à contre-cœur son devoir. De l'autre côté, on a un Kristen Cole vulnérable qui rompt ses vœux, et c'est d'autant plus tragique qu'en tant que membre de la Kingsguard, donc qui sera souvent présent aux abords du roi et de la cour, il finira très probablement par apprendre qu'il a sacrifié tout ça, toute sa raison d'être, pour simplement avoir été utilisé par la princesse comme une sorte de roue de secours de Daemon, avec qui, je le rappelle, il a une rivalité depuis le tournoi de l'épisode 1. Et après cette double scène qui représentait un peu l'apogée de l'épisode, on va redescendre doucement vers des confrontations successives entre les protagonistes pour arriver au dénouement, l'annonce du mariage de Rhaenyra à Laenor, comme l'avait suggéré Lionel Strong dans l'épisode précédent, et l'éviction de Otto Hightower. Et on apprend tout d'abord que c'est Mysaria, l'informante d'Otto. En revanche, Daemon ne semble vraiment pas être au courant, c'est pourquoi tout à l'heure je disais que je pense pas que le prince se soit concerté avec elle pour provoquer la chute de la main, ça paraît un peu trop capillotracté. On peut alors se demander pour qui bosse Mysaria, et j'ai bien l'impression qu'elle travaille tout simplement pour elle-même en fait, parce que c'est un business lucratif, et parce que ça lui permet de s'extirper un peu de cette situation où elle est contrôlée par les autres, et donc de pouvoir un peu se libérer. Et on arrive à la première confrontation, celle entre le roi et Otto, qui va commencer tout d'abord par l'annonce de ce qui s'est passé par Otto au roi, et ça va finir par sa destitution dans la scène finale suite à une manœuvre de Rhaenyra. Et on commence par un plan, qui est possiblement mon plan préféré de tout l'épisode, avec celui de la cape blanche en tout cas. Il dure exactement 19 secondes, j'ai chronométré, et on pourrait facilement le rater, mais c'est un plan qui en dit énormément. On a donc un gros plan sur Otto, en contre-plongée, donc l'image nous met vraiment dans ses pensées, et là, il prend une profonde inspiration, puis lève son regard. On a devant nous un homme résigné, qui comprend la gravité de la situation, la réaction à laquelle il risque d'être confronté, mais qui néanmoins va faire son devoir. Vous commencez à comprendre un peu la thématique de cet épisode. Du coup, en à peine quelques secondes, on voit un visage radicalement différent d'Otto que ce qu'on a pu voir pendant les 3 premiers épisodes. Otto avait toutes les cartes en main pour utiliser cette information pour saper l'autorité de la famille royale, porter le discrédit sur la princesse et propulser la cause d'Aegon. Il aurait pu faire circuler l'info auprès de la noblesse, ou il aurait pu attendre que ça sorte au conseil restreint, mais il choisit, en toute conscience, de prévenir le roi pour étouffer l'affaire, en sachant pertinemment que ça pourrait lui coûter très cher, parce que, malgré toutes ses ambitions, tous ses agissements, il a une certaine forme de loyauté envers son roi et son royaume. Alors évidemment, je vais détailler et je vais nuancer mes propos, mais le fait est que je suis extrêmement satisfait de la tournure que prend la série vis-à-vis d'Otto, surtout grâce à cet épisode. HBO en a fait un personnage relativement complexe à partir de peu d'informations qui auraient pu les mener à une solution de facilité d'en faire un simple vilain manipulateur et qui n'agit que par intérêt propre. Et j'ai eu un peu peur que ça soit le cas, notamment avec le fait que ce soit lui qui envoie Alicent séduire le roi, ce qui n'a jamais été précisé dans Fire and Blood. Par contre, pour la situation qui nous intéresse, dans le livre il se fait remplacer parce que Viserys le trouve trop insistant quant à sa succession, tandis que la série nous le présente sous un jour radicalement différent, puisqu'il se fait remplacer après avoir rempli son rôle de main. En réalité, c'est son mandat tout entier qui est bien plus gris qu'il n'y paraît au premier abord. Parce que oui,
Otto sert les intérêts de sa famille, probablement avant tout. Oui, il est extrêmement opportuniste et manipulateur, mais si on observe ses actions et ses motivations, pas mal de choses sont justifiables, et on pourrait y voir un certain attachement à sa fonction, à ses responsabilités envers le royaume, tout est en réalité une question de point de vue. Regardez, le premier épisode nous introduit Otto comme un manipulateur et un comploteur, mais ce qu'il fait, c'est dans le but de débarrasser la cour de Daemon. Forcément, de notre point de vue de spectateur, il apparaît comme un antagoniste, puisque Daemon nous est présenté comme un personnage principal, badass, voire même attachant. Mais Otto, de son côté, le voit pour ce qu'il est, imprévisible et incontrôlable, et un véritable danger pour le royaume, pour lequel le roi n'osera rien faire parce qu'il reste son petit frère adoré. Les manœuvres politiques d'Otto servent à écarter Daemon du pouvoir et gérer cette menace. Et d'ailleurs, je le rappelle parce qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est bien Otto qui pousse pour faire nommer Rhaenyra héritière. Alors oui, à la base c'était à titre temporaire, mais c'est quand même bien Otto qui a fait en sorte que Rhaenyra soit princesse de Dragonstone. Alors certes, il met Alicent en avant auprès du roi, mais comme le ferait n'importe quel autre noble au final. On l'a bien vu dans l'épisode 2, Corlys fait exactement la même chose, c'est juste que lui le fait ouvertement. Alors oui, Otto représente un peu cette patriarchie old school, mais c'est le cas de tous les autres pères de famille du royaume. Je vous rappelle, société médiévale, hautes mœurs, hautes coutumes. Dans l'épisode 3, Otto va pousser la cause de son petit-fils Aegon, sauf qu'au début de l'épisode, on voit qu'il agit sur les recommandations et sous la pression de son grand frère déjà, mais on voit également qu'Otto comprend la situation, l'instabilité vers laquelle Viserys mène le royaume, et il sait que la situation auprès de la noblesse a radicalement changé depuis la naissance d'un héritier mâle. Il est l'un des rares à saisir la poudrière politique qui est en train de se mettre en place, et il va proposer le mariage de Rhaenyra à Aegon II. Encore une fois, on peut y voir une nouvelle tentative d'élever sa descendance et d'opportunisme, mais en tout état de fait, c'est LA solution pour éviter une crise et possiblement une guerre civile. Et dans cet épisode, lorsqu'il apprend les agissements de la princesse, d'autant plus avec son plus grand adversaire politique, au lieu de l'utiliser comme une munition, il se résigne et fait son devoir, vous captez le thème de cet épisode. Mais l'objectif de cet épisode, c'est pas uniquement de nous montrer Otto sous un jour différent qu'un antagoniste calculateur, ce qui est également très important à réaliser, c'est que le fait de surprendre la princesse faire ce genre de choses va totalement le rapprocher à ses yeux de Daemon. Pas seulement parce qu'il comprend qu'ils fricotent ensemble, mais parce que les agissements même, le comportement de Rhaenyra, c'est totalement ce que Daemon lui-même pourrait faire. C'est-à-dire ce côté imprévisible, n'en faire qu'à sa tête, qu'à ses envies, sans ni penser aux conséquences, ni même s'en soucier. Et ça, c'est pas nouveau. Otto avait déjà pu le remarquer à plusieurs reprises, notamment dans l'épisode 2, quand Rhaenyra nomme Criston Cole à la Kingsguard, et manque totalement de respect aux autres chevaliers, et c'est lui qui doit la recadrer à ce moment-là. Et donc, aux yeux d'Otto, qui a déjà pu voir l'ennemi public numéro 1 revenir dans les bonnes grâces du roi en début d'épisode, d'ailleurs je l'avais pas mentionné, mais observez le regard entre les deux hommes dans cette scène, elle veut tout dire, il va comprendre dans cet épisode l'influence que l'oncle a sur Rhaenyra, et la similarité qu'elle a avec lui dans sa personnalité. Ça va donc totalement le conforter dans son idée qu'elle ne doit à tout prix pas accéder au pouvoir pour le bien du royaume. Et le fait qu'il se fasse destituer sur une manœuvre de Rhaenyra, de manière assez injuste, parce qu'il fait son taf, et surtout parce qu'on lui reproche d'avoir espionné la princesse, ce qui est faux. Je le rappelle, ce qui est faux, Otto espionnait Daemon. Il avait aucun moyen de savoir que Rhaenyra allait se retrouver là. Et d'ailleurs, c'est plus Mysaria qui espionnait que lui, en fait. Lui, il a seulement été informé, il a payé cette information. Enfin bref, tout ça va bien sûr confirmer à ses yeux ce qu'il pensait de la princesse. Alors évidemment, ce que je viens de dire, ça excuse pas tout. Je suis pas non plus en train de dire que Otto, c'est un personnage bien, qui pense avant tout au bien du royaume. Non, je suis pas du tout en train d'occulter son opportunisme. D'ailleurs, Viserys fait bien de le remplacer, même si là, dans ce cas-là, c'est pour des mauvaises raisons, mais le fait est qu'Otto est compromis et le roi ne peut absolument plus se fier à son jugement. Tout ce que je dis, c'est que ce personnage est plus ambivalent qu'on aurait pu le croire au premier abord. Et ça me rassure un peu, parce que la vraie grande crainte que j'avais avant le début de la série, c'est qu'HBO rende le parti de Rhaenyra trop attachant, trop sympathique à l'audience, et qu'il fasse du parti d'Aegon des antagonistes, ce qui ruinerait juste tout ce qui fait l'intérêt de la danse, c'est-à-dire la nuance de tous ces personnages. Et malgré certains éléments qui ont pu faire ressurgir cette crainte à certains moments, je pense notamment avec l'apparition du cerf blanc, qui met un peu trop en avant cette prétendue légitimité de Rhaenyra, ou au manque d'ambiguïté de Viserys par rapport à sa succession, cet épisode nous montre un Otto envers qui on peut éprouver de la compassion, une Rhaenyra qui nous montre enfin qu'elle est très imparfaite, on va dire, et surtout une Alicent qui est complètement réécrite pour la série, et dont la trajectoire va nous rendre empathiques, ou du moins dont l'évolution va nous permettre de la comprendre.
Et ce développement d'Alicent va déboucher à la confrontation entre elle et Rhaenyra au Godswood, qui est un peu le lieu emblématique de leur relation d'ailleurs, puisque c'est là où on les voit interagir dans les 2 premiers épisodes, et la scène qu'on va analyser maintenant rappelle évidemment celle de la réception au tout début d'épisode, où on avait déjà eu une discussion entre les 2 jeunes femmes. Dans cette séquence, rappelez-vous, on voyait déjà poindre un début d'opposition entre les 2 femmes au sujet du devoir à accomplir et du rôle à tenir en tant que femme et membre de la famille royale, et Alicent confiait qu'elle était isolée et qu'elle ne pouvait se fier à personne excepté Rhaenyra. Et bien là, cette scène va définitivement entamer le divorce entre les 2 personnages, puisque dans une certaine mesure, Rhaenyra va lui mentir pour se couvrir, alors que la reine fait tout pour lui venir en aide. Pour commencer, Rhaenyra essaye de cacher la vérité, alors qu'Alicent semble visiblement au courant de quelque chose. Et ensuite, l'attitude de la princesse change radicalement, puisqu'elle va utiliser une rhétorique très formelle, très défensive envers son amie, en disant par exemple « ce sont des viles accusations », avant de jouer la carte émotionnelle avec des termes qui partent dans tous les sens. En une phrase, elle appelle Alicent your Grace Sister, c'est-à-dire elle l'appelle par son prénom, par son statut, puis par la relation qu'elles semblent avoir l'une envers l'autre, et ça sonne vraiment désespéré. Mais en soi, c'est pas la défense de Rhaenyra qui est vraiment problématique pour l'instant. Le vrai motif possible de fracture entre les 2 amis, c'est que d'une, Rhaenyra accuse indirectement son père, Otto, de trahison, ce qui à la fois est une insulte à l'honneur de sa famille et qui peut également avoir des conséquences très graves, mais plus encore, Rhaenyra utilisera plus tard volontairement les informations qu'Alicent lui a fournies pour faire évincer son propre père. Donc on imagine le mélange de sentiments de trahison et de culpabilité qu'Alicent pourra ressentir en fin d'épisode. Et deuxièmement, et c'est peut-être encore pire, elle va abuser de la confiance d'Alicent en jurant sur sa propre mère que rien ne s'est passé entre elle et Daemon. Et comme on l'a vu, Rhaenyra est l'unique confidente de la reine, et d'autant plus que celle-ci semble plutôt pieuse, comme on a pu le voir dans l'épisode 2, elle va la croire. Et en réalité, Rhaenyra techniquement ne ment pas, parce qu'elle n'a pas eu de relation avec Daemon. Mais comme le dit si bien Viserys plus tard dans cet épisode, ce qui compte, c'est pas la vérité, c'est la perception. Et c'est là où la fin de l'épisode est, selon moi, extrêmement cruciale, puisque le roi lui apporte du Moon Tea, donc du thé de la lune, c'est l'équivalent Westerosi de la pilule du lendemain si vous voulez, que Rhaenyra va être forcée à boire à cause de sa liaison avec Sir Criston. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça confirmera aux yeux du roi et de la reine sa culpabilité. Et donc indirectement, ça confirmera à Alicent la trahison de sa confiance, et à Otto tout ce qu'il avait pu penser de Rhaenyra. Et je conclurai cette vidéo en parlant de Viserys, évidemment, qui agit enfin en roi et prend des vraies décisions. À savoir premièrement exiler Daemon dans une confrontation dans la salle du trône qui rappelle bien sûr la première mise en exil du prince à la fin de l'épisode 1, qui se passe dans la même scène, qui aboutit d'ailleurs à la même décision, à savoir son renvoi auprès de sa femme dans le Val. D'ailleurs dans cette scène, ça m'a fait beaucoup rire que Viserys reproche à Daemon le fait que ce soit sa nièce, comme si c'était grave, alors que je rappelle que les parents de Viserys et de Daemon sont frères et sœurs, les grands-parents de Viserys sont frères et sœurs, je veux dire, le mec a seulement 2 arrière-grands-parents, alors que les gens normaux en ont normalement environ 8. Non, faut pas se foutre de la gueule du monde, le vrai problème c'est que c'est Daemon qui cherche à l'épouser, c'est pas qu'il soit oncle et nièce. La deuxième décision que va prendre le roi dans cet épisode, c'est d'enfin marier sa fille à Laenor, comme l'avait recommandé Lionel Strong dans l'épisode précédent, et donc sceller le retour des Velaryon aux côtés de la famille royale. C'est fait très intelligemment. Je me demandais dans l'épisode précédent comment ils allaient concilier le fait qu'ils laissent la décision de l'époux à Rhaenyra, et du coup ils ont rattaché ça à l'histoire avec Daemon et Criston Cole, donc ouais, c'était assez malin de la part des scénaristes. D'ailleurs, petite mention spéciale à la réplique de Viserys qui m'a vraiment fait rigoler, « You are my political headache », c'est toi mon casse-tête politique, parce que c'est tellement vrai, il a tellement raison, et il sort ça tellement naturellement. Et finalement, sa troisième décision, c'est bien évidemment de renvoyer Otto, même s'il le fait pas nécessairement pour les bonnes raisons, comme je disais tout à l'heure, puisqu'il le fait au moment où Otto agit dignement sur fond de chantage de sa fille. D'ailleurs, dans cette scène, j'ai beaucoup aimé une réplique de Otto qui dit « This is an absurdity », ce qui est exactement la même réplique que Corlys Velaryon a dans l'épisode 2, exactement au même endroit, c'est-à-dire dans la salle du conseil, et donc Corlys il avait fait ça quand Viserys avait annoncé son désir de vouloir épouser Alicent. Donc voilà, l'exil de Daemon rappelle celui de l'épisode 1, et la destitution d'Otto rappelle le départ de Corlys dans l'épisode 2, on a une structure un peu cyclique entre tous les personnages. Et c'est donc un des rares épisodes où on le voit vraiment prendre sa forme de dragon. Quoi qu'il en soit, très bon épisode, très dense, avec beaucoup d'évolution du plot et d'événements qui seront très marquants pour la suite et pour le développement de chacun des personnages. On peut y voir un camp Hightower qui est un peu plus sympathique qu'à l'accoutumée,
Une Rhaenyra qui montre un côté toujours de plus en plus chaotique, et cet épisode surtout nous met en place tout le setup pour pouvoir amener à la rupture de certains des personnages principaux. Il arrive très bien à jongler avec la difficulté majeure que représente Fire and Blood en tant que support, c'est-à-dire le fait que certains événements clés ne nous sont jamais décrits et du coup ça laisse libre cours à nos suppositions, le tout saupoudré par un grand nombre de références au lore. Je pense notamment à la mention d'Alyssa, la mère de Viserys et de Daemon en début d'épisode. On parle également de leur père dans la discussion finale avec Otto, Balon the Brave, et Viserys dit également à Rhaenyra que Jaehaerys l'aurait déshérité, ce qui est le cas puisqu'il a eu une relation extrêmement conflictuelle avec ses filles, c'était mentionné par Lionel Strong dans l'épisode précédent, ce qui a mené certaines d'entre elles à l'exil, voire à la mort. En tout cas, j'en ai fini pour moi, c'est la fin de cette analyse, on se retrouve très bientôt pour celle de l'épisode 5, je vous dis Valar Morghulis, et à la prochaine, bye.